Hey, salut! Puis bienvenue à un autre merveilleux épisode de mon podcast Logan Présente. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui va nous donner des renseignements qui sont primordiaux pour tous les achats de propriétés qui sont en dehors des grandes villes souvent, ou en tout cas même des fois à l'intérieur des grandes villes, mais que c'est très spécifique. C'est par rapport aux installations septiques. Donc avec moi j'ai monsieur Stéphane Leroux, donc d'Environnement Expert, qui a accepté de venir me voir puis de participer à mon super podcast. Merci d'être là, Stéphane. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, écoute, comme je t'ai dit, on a 3 sujets. On a le passé, le présent et le futur. D'accord? Donc, moi, je me demande, fait combien de temps que tu fais ça, Stéphane? Ben, en tant que tel, moi, je suis sorti des études en 93. Puis, c'était-tu des études là-dedans? Oui, ben, j'avais étudié, il faut savoir qu'en 1993, en environnement, il n'existait pas beaucoup d'études. Puis moi, c'est technicien, j'ai étudié à Bécomo en technique d'aménagement synergétique halieutique. Dans le fond, c'est chasse et pêche pour l'aménagement du territoire. Puis, par la suite, je me suis perfectionné. J'ai été chercher des cours par la suite. Puis, j'ai commencé, par contre, à travailler en environnement à partir de 93. Au début, dans le milieu industriel, beaucoup d'un sol contaminé, variation de nappe phréatique, décontamination de sol et autres. Travaillé beaucoup dans les minières aussi, sur la Côte-Nord, un peu partout au Québec. Ben, dans les installations septiques, ça fait combien de temps, ceux-là? Ben, c'est ça. Ça, j'ai commencé en tant que tel, environ approximativement, 25 ans. OK, fait que ça fait un bout. Oh, ça fait. T'as vu l'évolution de... Il a coulé beaucoup de jus sous les ponts. Pour le dire comme ça. J'aime ça. OK. Puis dans le fond, puis dans ton groupe, ce groupe-là, ça fait-tu longtemps qu'il est... On parle d'environnement expert? Environnement expert, dans le fond, moi, j'ai tombé actionnaire, ça fait un peu plus d'1 an, à peu près approximativement 1 an et demi, où ce qu'on a pris une compagnie qui était dans le groupe Expert-Drain anciennement. Puis, j'ai formé vraiment le groupe Environnement Expert. Mais j'ai déjà eu des compagnies avant ça, à Côte-Nord, entre autres, où ce que je faisais aussi que je travaillais dans le septique. Puis avant ça, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le septique au niveau municipal. OK, puis dans quelle région tu fais tout ça? Quand je faisais ça au niveau municipal, je couvrais la région, dans le fond, Laurentides, la Naudière, l'Outaouais. Okay. Puis par la suite, quand j'ai eu mes compagnies, c'était sur la Côte-Nord, principalement dans la région de la Maganie, mais je couvrais aussi l'île d'Anticosti, le secteur de Fermont, puis un petit peu la Basse-Côte. Okay. J'ai eu à me déplacer beaucoup sur la Basse-Côte. Et c'est ça, depuis, on a décidé de déménager dans la région ici, là, ça fait déjà quelques années. Puis là, j'ai continué là à travailler dans ce domaine-là. Mais là, j'ai reparti en compagnie, là, ça fait à peu près 1 an et demi. Fait que le titre de ta compagnie, il te reflète bien, dans le fond, surtout le expert. Je commence à avoir beaucoup de connaissances. Il n'y a pas grand situation que j'ai jamais vue avant, là, disons. Génial. Écoute, tombons tout de suite au présent parce qu'on en a beaucoup à parler. Oui. On va tout le temps rapprocher ça là un peu là dans l'immobilier, dans mon domaine courtier, parce que les gens, ils en achètent des maisons, puis ils en ont tout le temps des questions. S'il y a bien un gros point d'interrogation, c'est toutes les installations septiques. Je veux dire, c'est ça. Fait que mettons quand quelqu'un achète, lui souvent, moi j'ai le document de la ville. Mais tu sais, on n'est jamais trop sûr c'est quoi, là. Exactement. Puis là-dedans, faut vraiment faire la distinction. Dans le fond, le document de la ville, là, très souvent, ce qu'il va nous dire, c'est est-ce qu'on est légal ou on ne l'est pas. Faut comprendre une chose, dans le domaine des installations septiques, il y a la notion de ce qu'on parle de droit acquis. Un droit acquis, c'est quand une propriété est construite, on fait l'installation septique avec les normes présentes à ce moment-là. Tant aussi longtemps puis là, c'est là qu'on parle d'un droit acquis. Mais le droit acquis est rattaché à la maison, non à la propriété et non au propriétaire. Ça, c'est très important à comprendre. Puis aussi, il faut comprendre que le droit acquis n'est pas perpétuel. Il va disparaître la journée qu'il y a un changement d'usage. Pas changement de propriétaire, parce que comme je dis, il est rattaché à la maison et non au propriétaire. Donc, lorsqu'il y a un changement d'usage, par exemple, une maison va devenir une auberge ou un restaurant, là, on perd le droit acquis. Ou encore lorsqu'il y a une contamination à l'environnement. Okay. Ça, la loi sur la qualité de l'environnement. Ça change tout. Mettons, je vulgarise puis je simplifie ça. Exactement. Dans le fond, fait que si quelqu'un a une maison, puis il y a un type d'installation septique, tant qu'il n'y a pas de problème ou de changement d'utilisation, il peut toujours remettre le même style d'installation septique parce qu'il y a un droit acquis. Non, c'est justement là qu'on se trompe. Dès aussi longtemps qu'on perd notre droit acquis, il faut se remettre dans les normes du jour. C'est pour ça que dès qu'on change la fosse, ou pas la fosse. Dès qu'on y touche.
Exemple, il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, ben, je voudrais refaire mon champ, mais garder ma fosse. » Ben, maintenant, en 2024, le préfiltre est maintenant obligatoire. Puis de mettre un préfiltre externe coûte pratiquement le prix de la fosse. Bien souvent, on change la fosse. Okay. Fait que ça, c'est important. Les questions qu'on me pose souvent. Oui. C'est parce que c'est important le nombre de chambres. Là, on va y aller à la base. Mettons là, quelqu'un qui a un 3 chambres, un 4 chambres, un 5 chambres. C'est la grosseur de la fosse qui est importante. C'est ça? Ça va faire varier les deux. Ça va faire varier et la dimension de la fosse et la dimension du champ d'épuration ou le type d'installation septique. Je comprends. Fait que mettons, si je me trompe pas, une 750 gallons, c'est pour une 3 chambres. Ça y va par gallon. Exactement. Puis, si on y va par gallon, ben, maintenant, on calcule plus en litres. Là, on va parler de 3400 litres pour une 7 chambres. Puis, on va tomber 7 chambres? Pour une 3 chambres, excusez. Il n'y a pas de trouble, ça fait des chiffres. Et on parle de 3900 litres pour une 4 chambres. Mais si on y va en gallons, 750 gallons, c'est une 3 chambres, 850 gallons, une 4 chambres, 950 gallons, une 5 chambres, et ainsi de suite, jusqu'à 6 chambres. Il faut comprendre que qu'est-ce qui réglemente toute la gestion des eaux usées des résidences isolées au Québec, c'est ce qu'on appelle le Q2R22. C'est la réglementation provinciale. Ceux qui veulent avoir des informations très faciles, on va sur Internet, taper Q2R22. Le règlement pas à pas. C'est comme le règlement expliqué, mais dans un jargon un peu plus populaire qu'avec des mots de politiciens. Où on t'appelle. Où on m'appelle. C'est un ou l'autre. Mais c'est quand même relativement bien expliqué. Puis où est-ce qu'on a vraiment tout le règlement. Mais c'est ça. Bon, attends, parce que là, écoute, j'en ai plein de questions pour toi. Là. Parce que là, il y a plein de types de fosses. Puis on dirait que plus que j'avance dans mon métier dans les années, puis plus j'en découvre des nouveaux. Oui. Donc, j'ai commencé. On va y aller par la base. OK? Le premier, pourquoi je vais par la base, c'est parce que c'est le plus simple, en tout cas, à mes yeux, à moi, une fosse scellée. Ça existe-tu encore, ça? Ça existe encore. Parce qu'on parle d'une fosse scellée, c'est juste une fosse qui est toute scellée puis que les autres, ils viennent vider ça. Là. Exactement. On parle d'une fosse à vidange périodique. Oui, ça existe encore. Il faut se comprendre une chose. Les gens qui achètent, exemple, un terrain, qui se disent, un terrain très, très petit, je vais me bâtir de quoi de tout petit, puis de toute façon, je vais me mettre une fosse scellée. Tu ne peux pas installer une fosse scellée sur une propriété neuve. On peut uniquement, sur exemple, une mise aux normes. Quelqu'un qui a un terrain très petit, qui avait déjà un champ d'épuration, ça ne fonctionne plus. Là, on est rendu le dernier recours, on peut mettre une fosse scellée. Il faut comprendre, il faut toujours suivre la chronologie du ministère. Puis la fosse scellée, c'est vraiment le dernier recours. Pratico-pratique, là, c'est pas l'idéal, une fosse scellée. C'est ce que je dis à mes clients, il n'y a pas de trop. Après ça, j'ai bien la misère à comprendre la différence, OK, entre une fosse avec champ d'épuration puis une fosse avec champ de polissage, c'est ça? Exactement. Parce que là, moi, quand tu remplis une déclaration du vendeur, il n'y a pas l'option fosse avec champ de polissage. Il y a juste champ d'épuration, là, mais je dis que... Parle-moi de la différence entre les deux. Exactement. Puis ça, c'est bien important ce que tu viens de dire là. Une filière de traitement, il va toujours, dans certaines circonstances, ils vont appeler ça... Une filière de traitement, là, tu parles du champ à côté de la fosse. Tout ce qui traite les eaux usées. Okay. Quand on parle de la fosse et du champ et tout ça, on appelle ça une filière de traitement. Okay. La filière de traitement va toujours avoir, on peut l'appeler de différents noms, mais elle va toujours avoir quelque chose qui sert de fosse septique. Ouais. Exception faite des vidanges périodiques. Ils vont toujours avoir un genre de bassin qui va servir à faire la ségrégation des solides et des liquides. Puis, il y a certaines bactéries là-dedans, des bactéries qui travaillent en absence d'air, qui sont anaérobies, qui, eux autres, vont dégrader les solides, mais ils sont inefficaces pour les coliformes. Donc, eux autres, c'est plus pour séparer les solides, faire flotter l'écume, mais faire caler les bouts. C'est la fosse septique, proprement dit. Elle a un travail à faire. Elle divise le liquide du... c'est le de base, ça, si on parle. C'est le base. Okay. Puis, il faut comprendre qu'il y a un travail bactérien qui va se faire à ce niveau-là, mais ces bactéries-là, ils ont un gros défaut. Ils sentent mauvais. C'est ceux-là qui sentent mauvais. Ensuite, on va tomber dans le champ d'épuration. Puis c'est là que le monde qui est important de faire la distinction. Un champ d'épuration, là, dans la notion des gens, puis je le vois encore, il y a du monde qui m'écrivent, même sur mon site, ils disent « Ah, si ça boit pas, creuse plus creux. » Qu'est-ce que ça veut dire si ça boit pas? Si, exemple, tu as de la misère avec ton champ, mal est plus creux. C'est l'inverse du bon sens. Parce qu'un champ d'épuration, ce n'est pas pour se débarrasser des eaux, c'est pour épurer les eaux. Il y a un travail bactérien qui va se faire à ce niveau-là. Je comprends. Imaginez, c'est comme si tu avais un grand carré, puis c'est un grand jardin de bactéries. C'est que tes bactéries, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de nitrite, nitrate, azote qui viennent de tes eaux usées. Ils ont besoin d'un milieu pour se fixer. Ils ont besoin d'oxygène.
puis ils ont besoin d'espace pour emmagasiner les boues qu'ils vont générer. C'est ça qu'ils ont besoin, c'est ça un champ d'épuration. Que ce soit un modifié, un filtre à sable hors sol ou peu importe, le champ d'épuration est là. Quand on parle d'un champ de polissage, ça veut dire qu'entre le champ de polissage et la fosse septique, on va installer un équipement qu'on appelle un secondaire avancé. Le secondaire avancé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est comme si on mettait dans un endroit restreint toutes les conditions idéales pour le développement de ces bactéries-là. Puis là, c'est là qu'on passe à quelque chose qui va aider le champ par la suite à mieux faire son travail. Non, c'est justement, les bactéries vont se développer à ce niveau-là, puis on va accumuler la biomasse à ce niveau-là. Okay. Donc là, on ne parle plus d'un champ d'épuration, on va parler d'un champ de polissage. Puis c'est là que je dis que c'est important, parce qu'un champ d'épuration, contrairement à la croyance populaire, il y a une durée de vie. La durée de vie est directement proportionnelle à sa capacité à accumuler de la biomasse. Tandis qu'un champ de polissage, il n'y a pas de durée de vie. Il est supposé être éternel s'il est bien construit. Parce que les boues ils ont été accumulées en amont. C'est donc, souvent, le monde, ils n'en veulent pas on parle des EcoFlow, Bioness, hydrokinétique, enviroseptique. Je vous nomme les principales. Souvent, les gens n'en veulent pas, mais il faut le voir plus comme un investissement à long terme. Y a-t-il une grosse différence de coût? Pas tant que ça. Quand on reste dans l'infiltration, on parle lors de l'installation de... On y va tout le temps en approximatif. On va y aller approximativement. Là, on parle de peut-être entre 3 et 5 000 $ de plus. Par contre, puis il y a aussi des frais d'entretien annuels quand on y va par infiltration qui sont de l'ordre d'à peu près 150 $ par année. C'est pas imposé par les fabricants, c'est vraiment imposé, c'est une réglementation provinciale. En quelque part, le ministère... Ça, c'est l'entretien du chose avant le champ, c'est ça? Exactement. Qui ramasse les bactéries. Là. Exactement. Okay. Parce qu'à un moment donné, le ministère... Je commence à te comprendre, là. Ça va bien. Parce que je pense que dans l'idée du ministère, c'était de dire, on a des tout petits terrains, on a besoin de technologie pour être capable d'habiter ces terrains-là, mais c'est beau, mais là, ça dépasse peut-être les compétences de tout et chacun. Parce que plus que je cherche de renseignements dans tout ce qui est installation septique, puis plus que je réalise que c'est technique, là. Oh. C'est pas juste je flush la toilette, ça s'en va dans un carré, puis ça se ramasse, là. Fait que là, on va récapituler. On vient d'apprendre 3 types de fosses. On a la fosse scellée, ou c'est direct qu'est-ce que je viens de te dire, ça se vide là. Puis après ça, on a avec le champ d'épuration, où tu as la fosse, et écoute, je vais le dire de même, après ça s'épure. Exact. Après ça, tu as le champ de polissage, où que tu as la fosse, tu as un module qui s'occupe des bactéries, puis après ça va polir les restants, justement, pour que ça soit moins... Se débarrasser des autres de façon sécuritaire. D'accord. Donc, on est rendu à 3. Il y en a une méchante gang. Y a-t-il une différence entre... Comment, moi, peux-tu savoir si c'est un champ de polissage ou un champ d'épuration? Mettons que je en partant, si jamais normalement, on devrait voir, lorsqu'on visite une propriété, on devrait voir les 2 couverts de la fosse septique et on devrait voir, si on ne voit plus rien, exception faite d'un vent, là, souvent, ce qu'on va avoir, c'est avec un champ d'épuration. OK, on parle de pas mal plus conventionnel. Okay. Si jamais on voit des couverts de caissons qui sont entre les deux, ben là, ça peut être soit une hydrokinétique, soit un EcoFlow, soit un Bioness. Si on voit toute une série, souvent... Comme 4. Ben plutôt beaucoup de petits chapeaux verts, ben ça va être le type enviroseptique parce que il y a des enviroseptiques, ça tombe aussi dans les catégories secondaires avancées, mais il est superposé au champ de polissage. Écoute, tu me garoches tes informations. Fait que si je vois 2 couverts, c'est pas compliqué, ça devrait être grosso modo un champ d'épuration. Oui. On parle en général. Okay? Je vous dirais que dans quasiment toutes les situations, normalement, s'il y a un secondaire avancé, comme je disais tantôt, le propriétaire doit être relié en tout temps avec un tiers qualifié. Si c'est un champ de polissage qu'on parle. Exactement. C'est que normalement, il devrait être au courant. Parce que lui, il faut qu'il paye 150 par année. Il fait, ah oui, je comprends. Il devrait le savoir. Puis lors des achats, c'est une bonne politique, je pense, que de demander les contrats d'entretien. Vous pouvez les demander, puis ça va vous dire à quoi ressemble mon champ. La municipalité, elle l'envoie annuellement. Elle met un papier qui dit s'il y a un retour de fosse, combien qu'ils en ont enlevé. La municipalité, avec ce que je connais. Oui, la municipalité va te donner le rapport pour la vidange de la fosse qu'ils vont faire aux 2 ans pour une maison habitée à l'année ou aux 4 ans pour un chalet. Par contre, ils ne donneront pas eux autres les rapports en tant que tels des secondaires avancés.
Je pense c'est quoi pas un secondaire avancé? qu'on parlait Bioness, EcoFlow, enviroseptique et hydrokinétique, ils n'ont pas d'emblée ces formules-là. Certaines municipalités vont les avoir, certaines ne les auront pas. C'est que ça, c'est vraiment... Par contre, le propriétaire, lui, dans tous les cas, va l'avoir. Parce qu'il paye 150 par année. Parce qu'il paye 150 pour un service, il devrait... normalement, il devrait exiger un rapport. N'importe qui d'intelligent qui paye 150 par année garde ses affaires. Et voilà. C'est ça qui donne la valeur. Puis c'est là que je disais qu'il faut le voir plus comme un investissement à long terme. Si on prend exemple pour une propriété 3 chambres à coucher, quand on parle d'un système conventionnel, là, le rectangle de pierre que tout le monde connaît, ben on va être la grandeur, ça va être 60 mètres carrés pour une 3 chambres à coucher. Si jamais on a de l'eau avant 1,2 mètres, ben on va être obligé, la nappe phréatique. La nappe phréatique, la hauteur des eaux souterraines, on va être obligé de passer avec un filtre à sort bord-sol. Si on calcule les bas de remblai, mais là, ça dépend s'il y a une pente sur le terrain ou tout ça, ça peut monter à 120, 130 mètres carrés. OK, à cause que ça va être plus large, moins... Je comprends. Quand on tombe avec les technologies secondaires avancées, on tombe à 32 mètres carrés. Secondaire avancé. C'est les EcoFlow, les Bioness, les enviroseptiques et autres. Donc, beaucoup plus petits. Ça fait en sorte que, souvent, il faut le voir d'une façon économique. On le sait, les terrains en ville, quand tu as fini ton aménagement paysager, ta piscine creusée, tout ça, puis qu'après 20 ans, on dit ton champ, là, qui avait 60 mètres carrés, on peut pas le refaire au même endroit. Ben, faut que tu tasses ta piscine creusée, faut qu'on prenne l'espace là, faut qu'on... Ça finit par faire cher. Puis couper des arbres matures, ça vaut cher de l'arbre. Oui, mais là, on veut pas faire peur au monde. Là. Non plus. Puis je pense qu'il y a toujours aussi des solutions en général. Il y a des exceptions, mais... d'habitude, tu t'achètes une maison avec une piscine creusée, puis tout le kit, puis t'es capable de t'en sortir. Mais c'est quand même bien de s'informer en amont parce qu'il y a même des fois des solutions avec quelqu'un, par exemple, qui aurait un champ conventionnel qui s'en va vers la fin de vie. Ben des fois, avant d'attendre qu'il soit complètement obstrué, ben des fois, on peut venir en amont puis justement ajouter un secondaire avancé puis utiliser le même champ. Ça peut être des solutions qui sont intéressantes au lieu de modifier le terrain, qui sont et économiques et intéressantes et aussi, on va se le dire, respectueuses de l'environnement. C'est quand même primordial parce qu'il n'y a rien de pire qu'une contamination de sol. Et voilà. Bon. Fait que ça, c'est pas pire. Écoute, là, parce que là, on y va dans ce qui est en norme. Okay? Puis là, je viens d'avoir... c'est la première fois que je rencontrais ça. Un Bionest. Oui. Mais là, il y a des systèmes qui s'ajoutent des fois à ces choses-là. Là, et j'ai rencontré avec un... Comment ça s'appelle ça? Écoute, l'eau, elle se vide par la suite dans le fossé, puis il y a une lampe UV. Exactement. Parce que les Bioness, il y a des ajouts des fois à ça. Exactement. OK, lui, c'est parce que c'est une grosse propriété, puis il y a beaucoup de chambres. Fait que j'imagine, c'est pour ça qu'il a été... Soit qu'il y a beaucoup de chambres. Souvent, ça va être sur ce qui va jouer beaucoup, c'est la perméabilité des sols ou bien la dimension du terrain. Puis oui, c'est ce qui... Puis comme tu as dit, vu qu'il y a beaucoup de chambres, ben la grandeur du champ va être directement proportionnelle à ça. On parlait d'un 60 mètres carrés pour 3 chambres à coucher. Ben c'est 80 pour 4. On tombe à 100. On est rendu à 120 pour 6. C'est toute une fosse. Ça commence à faire un très grand champ. La lampe UV, elle fait en sorte que l'eau qui s'évacue par la suite, elle n'est plus nuisible pour l'environnement. C'est pas tellement... Oui, il y a une question d'environnement, mais il y a aussi une question de santé humaine. Tout le règlement, il est très basé sur tout ce qui est la santé humaine. Donc, ce qu'on va chercher à faire dans le cas que tu me parles, ça va être une désinfection. On veut tuer les coliformes parce que les coliformes, ils ont une influence directe sur la santé humaine. Ouais. Par contre, on peut utiliser uniquement des UV si on déverse puis qu'on n'est pas dans le bassin versant d'un lac. Ouais, on pitche pas ça dans un lac de poissons. Là. On parle pas du lac Saint-Pierre et autres. Ouais. On peut envoyer ça dans un lac, exemple, quand on tombe dans la région de même Frémagogue et autres, mais là, il faut aller avec des systèmes qu'on appelle de déphosphatation et désinfection. Donc, il faut désinfecter l'eau, mais en plus, il faut enlever le phosphore, parce que le phosphore, pour la santé humaine directement, n'est pas si dommageable que ça. Par contre, quand elle va tomber dans un lac et qu'elle va se déposer, elle va générer ce qu'on appelle les algues bleu-vertes, mais qui en réalité ne sont absolument pas des algues. On parle de cyanobactéries. Puis les cyanobactéries, eux autres, sont dangereuses pour la santé humaine. OK. Parce que là, c'est la première fois que j'entendais parler, justement, mais là, tu viens de tout me clencher de quoi. C'est pour ça qu'il y a les lampes UV, puis il y a d'autres types si on a besoin de pitcher dans... Exactement. En désinfection, il existe 2 systèmes. Mais il faut savoir qu'une lampe UV, il faut toujours qu'il soit précédé par un secondaire avancé. Tu as nommé Bioness, peut être Bioness, hydrokinétique, EcoFlow ou enviroseptique. Fait que quelqu'un qui a ça, là, ça veut dire qu'il a vraiment, lui, il
comment je peux dire ça, il a bien fait les choses, là. Parce que comme tu me dis, lui, il a payé un peu plus cher pour être sûr que... Et il va payer plus cher à chaque année aussi. Les frais d'entretien pour une lampe UV. Je pense qu'il m'a dit, lui, il m'a dit que c'était 300 2 fois par année, là. Ouais, ben c'est ça. 600, ça monte à 500-600 parce qu'il faut savoir que c'est ça, il y a 2 visites par année. Il faut faire un échantillonnage de l'eau pour prouver que la lampe est toujours bonne. Puis changement de la lampe d'habitude une fois par année ou aux 2 ans, dépendamment des compagnies. Mais il y a un champ d'épuration A1, façon de parler. Ça vaut plus que juste un champ d'épuration, ces affaires. Exactement. Okay. Il y a d'autres façons aussi pour se débarrasser des eaux, soit dit en passant. Après un secondaire avancé, on peut même l'envoyer par dilution. Si on a une rivière à côté et qu'on n'est pas encore une fois dans le bassin versant d'un lac, dilution. On peut l'envoyer dans une rivière directement quand on a une dilution d'1 dans 300 parce qu'on respecte les normes pour la baignade. OK, je comprends. Mais j'imagine que des fois, il y a des lois municipales aussi qui veulent pas ou qui... C'est ça. Parce que des fois, vous devez être confrontés à ça, vous autres, les municipalités. Hein, souvent, oui. Comme meilleur exemple ici, vous voyez, quand tu veux faire un rejet dans la rivière Saint-François, il faut toujours que le bout du tuyau soit immergé en tout temps. Puis, dans l'eau? Dans l'eau. Puis ici, tu peux pas... C'est très, très limité ce que tu peux faire comme intervention dans la bande riveraine. Donc, souvent, on va être obligé d'aller par forage directionnel. Fait que dans le fond, Drummondville protège bien sa rivière, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est le but. C'est le but de l'ensemble des municipalités. Je donne l'exemple ici parce qu'on était à Drummondville en tant que tel. Je voulais vanter notre mais oui, mais c'est très bien. Mais oui, en général, là, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, on vient de parler de plusieurs fosses. Exactement. Là, on vient d'essayer de donner le plus d'informations possible. Là, on va changer un peu notre approche. C'est bien ça. Parce que tu fais pas juste installer des fosses. Il y a plein de monde qui t'appelle pour savoir comment caler ma fosse. Oui. Parce que vous offrez aussi le service. Si moi j'ai un client, puis là, il regarde la fosse, puis il est pas sûr, puis il est pas à l'aise. Parce qu'on dirait que des fois, c'est une source intense d'anxiété pour des clients. Ils peuvent t'appeler. Oui. Puis là, toi, qu'est-ce que tu... On va y aller pour un appel d'offres, admettons. Quelqu'un t'appelle puis il dit « Hey, je veux de l'information sur ma fosse, sur la propriété que je vais acheter. » Mettons, quelqu'un t'appelle... Bon, première des choses, on va se déplacer, on va prendre les informations, le maximum d'informations qu'on peut par téléphone. Je vous dirais que très souvent, le volume de la fosse, j'essaie d'avoir les volumes lors des vidanges, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui est normé, c'est le volume et non les dimensions. Donc, une fosse peut être pour la même volume, elle peut être plus longue, moins large. Ça, quand tu es juste sur le dessus puis que tu mesures, ça peut être difficile. Puis il y en a même... il y avait justement DMA ici qui était un fabricant, il les faisait en forme hexagonale. Ça devient compliqué quand tu veux... Ta fosse, c'était un hexagone? Ah, oui, ça ressemblait à des petits cercueils. Okay. Fait que ça devient compliqué quand tu veux les mesurer par-dessus pour savoir exactement le volume. Fait que là, toi, quand quelqu'un t'appelle, tu vas sur place pour mesurer la fosse? Non, je vais demander les contrats de vidange. Souvent, lors de la vidange, eux autres le notent. Oui, qu'est-ce que je parlais exactement, par les municipalités. S'il y a 750 ou 850, là, je vais connaître le nombre, le volume de la fosse. Ça va me dire pour combien de chambres à coucher celle-ci est prévue. Puis aussi, je vais savoir les informations. Est-ce qu'il note un retour d'eau? Un retour d'eau, ça, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que quand tu le vides... Quand il vide la fosse, ça veut dire que le champ, il boit tellement peu que l'eau revient du champ vers la fosse. OK. Ça veut dire que ça commence pas bien. Faut que tu changes. Ou bien, ça peut être rien qu'un bris de la conduite. Ça que des fois, c'est pas si si moi, je reçois, quelqu'un m'envoie un rapport qui est écrit retour d'eau, faut pas nécessairement, je panique, je t'appelle, puis toi, ça peut juste être une réparation. Ça peut être rien qu'une réparation, mais très souvent, c'est parce que le champ, on regarde l'âge aussi. Tu viens de m'apprendre quelque chose, parce que moi, je sais que si je voyais l'affaire là, il faut une nouvelle un nouveau système. Faut le mettre en contexte, il faut regarder aussi l'âge du système. Si tu me dis qu'il y a un retour d'eau sur un système de 40 ans... On va pas le réparer, là. C'est fort possible parce que le champ il est 100% colmaté. Si tu me dis qu'il y a un retour d'eau sur un système de 10 ans, c'est fort possible qu'il y a plus... c'est peut-être un ventre de bœuf dans le tuyau ou quelque chose du genre. Fait que là, quelqu'un t'appelle, tu vas chercher de l'information à la municipalité ou dans... Partout, tu peux dans le dossier. Là, dans le dossier pour... Après ça, tu vas sur place. Après ça, on va sur place. On va ouvrir les couverts de fosse pour vérifier. On va vérifier en premier lieu le radier au niveau du profil d'écoulement. Ça va nous dire... En français? Le niveau d'eau dans la conduite de sortie. Si le niveau est élevé, ça nous montre que le champ il y a de la difficulté à boire. On va vérifier la dégradation de la fosse. Il faut comprendre une chose. Tu veux dire les parois, toi, la dégradation? Exactement. Il faut comprendre, s'ils sont en polyéthylène, souvent, ils ont des chances d'être déformés. Polyéthylène. En plastique. OK. Ils ont des chances d'être déformés. Il y en avait en fibre de verre. Ceux-là, souvent, ils se déchiraient. Il y en a eu en acier.
puis il y a eu des fabrications all-made aussi, en fabrication maison. Ouais. Acier, il ne faut pas se leurrer. S'ils sont en acier, puis que... L'eau et l'acier, c'est les meilleurs amis du monde. Hein? Exactement. Puis le règlement est entré en vigueur en 81. En 1981, ça très... Tu n'as plus le droit d'utiliser d'acier depuis 81. Oh, il y a maintenant les fausses normées non plus. Ils sont plus faites. Il n'y a plus aucune compagnie qui fabrique en acier. Ils sont uniquement polyéthylène ou béton. Puis pour finir, le béton, qui est quand même le matériau le plus populaire, il y a une durée de vie. Faut savoir, comme je disais tantôt, il y a des bactéries, eux autres vont générer dans la fosse, ils vont générer une odeur, mais ils vont générer aussi des H2S. Et les H2S, ça gruge. L'acide sulfurique, c'est du H2SO4, donc ça gruge le béton. Ça que, éventuellement, surtout s'il y a une mauvaise ventilation au niveau du vent de toit de la maison. Okay. Parce que le monde ne le savent pas, mais le vent de toit, tu sais, le monde, il pense des fois, c'est pour un anti-siphon, pour éviter de vider les S du lavabo ou éviter de vider la toilette quand on tire la chasse. Tu parles sur la maison, toi, le vent, là. Le vent tuyau, là, sur le toit, ben, il sert aussi à... tu parles pas du maximum, toi, tu parles du tuyau noir. Le tuyau noir qui, normalement, devrait avoir 4 pouces. Ouais. La majorité des maisons, il y a 3 pouces. Ben, ce tuyau-là, il sert les gaz de la fosse septique vont passer via la plomberie à l'intérieur de la maison pour s'évacuer via ce vent de toit-là. Ouais. Ça en est une bonne que tu m'apprends. Puis là, quand ce vent sur ta maison, ton toit, il y a de quoi qui est relié directement avec ta fosse. Exactement. Puis je vous dirais que les vieilles maisons centenaires, souvent les gens, ils disent on va se mettre aux normes parce qu'il y avait des vieux puisards, ils se mettent une fosse, mais ces maisons-là, il n'y avait pas de vent de toit parce que les puisards, il y avait tout un col de cygne dessus. Okay. Ça que, tu peux t'en remettre un col de cygne? Oui, dans ces cas-là, il faut en remettre un. On parle d'un tuyau qui sort blanc, là, qui fait un... Exactement, qui n'est pas très beau, mais ça le prend parce que ceux qui n'en mettent pas, c'est la durée de vie, je vous dirais, d'une fosse en béton, ça peut être moins de 10 ans. Et puis la fosse, les murs à l'intérieur, là, tu prends tes mains puis tu enlèves le ciment de même. Fait que j'écoute ce que tu me dis. Oui. Est-ce que c'est vrai que... parce que des fois, moi, j'ai des maisons là, qu'une personne qui vit dedans, puis que, je veux dire, elle l'utilise, elle remplit sa fosse beaucoup moins. Parce que c'est une différence entre une personne dans une maison, puis 4, 5, 6, tu sais. Est-ce que moins que de personnes, puis moins que ça use ta fosse? Sur l'usure de la fosse, oui, je le créerais. Oui, okay. Même sur le champ, définitivement. OK, puis c'est le champ qui fait... Il faut comprendre qu'au Québec, nous autres, on détermine les grandeurs du champ et de la fosse, comme on a parlé au début, selon le nombre de chambres à coucher. Ailleurs, ils vont y aller avec la surface habitable. Ailleurs, ils vont y aller selon les commodités, le nombre de lavabos et de salles de bain. Nous autres, au Québec, on a pris le nombre de chambres à coucher. Puis eux autres, ils calculent 2 personnes par chambre, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas le calcul exact, mais on y va de façon relativement sécuritaire. Je vous dirais, là, dans les débits, je ne me souviens pas de tous les débits par cœur, mais on y va de façon sécuritaire. On s'entend, là, pour une maison de 3 chambres à coucher, c'est 2000 quelques, me semble. Fait que c'est quand même... Je ne suis pas convaincu qu'on génère autant d'eau que ça, mais c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Parce que je suis déjà arrivé, moi, dans des maisons, là, j'ai vu la fosse, elle avait un certain âge, là, puis ça avait l'air super bien allé, là. J'ai les vidanges de fosse, j'ai toute la documentation, la vie est belle, tu changes pas ça juste parce qu'elle a un certain âge, là, j'imagine, une fosse. Puis c'est pas le but non plus. Le but, c'est, on s'entend que quand tu as un champ d'épuration, tu viens d'hypothéquer un carré de ton terrain, une surface de ton terrain. Le but, c'est d'aller au maximum. On ne veut pas faire 10 ans là, puis aller en construire un autre à côté, puis un autre à côté, parce que, comme je disais tantôt, une fois que ton champ il est colmaté, c'est un peu comme les vaisseaux sanguins. Tu peux plus repasser par là. Non, une fois qu'ils sont tous bouchés, faut tailler ailleurs. Fais-toi passer d'autres veines, là, si tu veux irriguer. Okay. Là. Fait que quelqu'un qui a un champ d'épuration qui est colmaté, comme tu me dis, il peut pas leur faire la même place. Il faut changer la place. Exactement. C'est pour ça que tu dis qu'il faut pas qu'il y ait une piscine à côté ou quelque chose du genre. Ah! Des fois, on dit qu'on peut pas refaire sur un ancien champ. C'est vrai, puis ça l'est pas. On peut pas refaire sur un endroit colmaté. Okay. Ceux qui disent « je vais tout enlever puis la vieille terre en dessous », c'est ça. Ça fait jamais rien de bon. Puis on va venir fait que je peux pas, moi, arriver, puis mon champ d'épuration était là, on va tout enlever, puis on va tout remettre de la terre. Puis... faut savoir qu'au début, là, ta biomasse, puis tes boues, ils vont prendre les chemins préférentiels. Les premiers chemins là, qui se rendent à 2 mètres, là, la boue, elle va aller boucher là en premier. Donc, elle va boucher le plus loin en revenant. Ça, tu vas rien qu'enlever la surface, puis les chemins préférentiels, tu n'iras jamais les chercher. C'est pas ça qu'un champ d'épuration, tu ne peux pas en mettre un deuxième à même place. Ouais. Fait que quelqu'un, c'est bon que tu m'aies dit ça. Fait que là, on a parlé, puis une durée de vie. La durée de vie, je vous dirais, c'est relativement variable. Il y en a au début, ils disaient 20 ans maximum. Regarde, prenons notre gaz égal. Un champ bien fait, là, qui serait bien fait en date d'aujourd'hui, qui a été bien construit, moi, je pense une trentaine d'années. 30, ça commence à être le temps pour de le changer, de le surveiller.
Vous voyez, dans la MRC Memphremagog, eux autres, à 35 ans, ils demandent une expertise pour vérifier si le champ va bien et tout. Je pense que c'est une bonne pratique. Ça évite de changer les champs de soi, là, à dire après tant d'années, il faut le changer. Puis on essaye de les étirer le plus longtemps possible. C'est la bonne pratique. Justement, parce qu'on ne veut pas avoir plein de place. Mais souvent, les mauvaises pratiques qu'on a vues, il faut savoir aussi que maintenant, les fosses septiques, meilleur exemple, on a le droit à 3 pieds de remblai. J'en vois souvent des fosses septiques parce qu'avant, ils sortaient les égouts en dessous du solage de la maison, en dessous de la sable, mot anglais. Ben là, ça fait des fosses septiques avec 6 pieds de rehausse. C'est pas tellement le 6 pieds de rehausse qui me dérange. Moi, c'est le champ d'épuration qui est à 6-7 pieds de profond. Puis on disait tantôt, qu'est-ce que ça prend pour un champ d'épuration? Ça prend de l'air. Moi, si je t'enterre à 2 pieds puis je t'enterre à 6 pieds, ben, tu vas peut-être avoir moins d'air à 6 pieds. Ça fait que ça fait des champs qui fonctionnent. Puis en plus, on se rapproche de la nappe. Ça fait des champs qui vont être inondés. S'ils sont inondés, ben là, ils n'ont plus d'air du tout. Fait que là, ça tombe avec des champs problématiques. Je comprends. Donc là, mettons qu'on récapitule de quoi qu'on a parlé. Oui. On a parlé des types de fosses. Oui. On a aussi parlé un peu comment avoir de l'information. On a aussi parlé... écoute, on en a parlé des affaires. Là. On a parlé un peu de... on a parlé des champs d'épuration, champs de polissage. On a fait les différences. On a parlé aussi que toi, tu pouvais aller voir sur place. Peut-être qu'on pourrait dire qu'est-ce que je fais lors de la visite. On est rendu là. On est rendu là. Comme je disais, on va prendre la recherche documentaire au maximum. Ensuite, on va se rendre, on va ouvrir les couverts, comme j'avais dit, on va vérifier la dégradation de la fosse, on va vérifier les niveaux d'eau au niveau de l'écoulement, voir si le champ boit bien. Si jamais on a un doute qu'il y a des flaques d'eau, un cours d'eau à côté, une rivière, on ne sait pas d'où ça vient, on va mettre du colorant dans la fosse, puis on va faire une surcharge hydraulique, voir si le colorant sort, voir si on a un rejet à l'environnement. Dans certaines circonstances, si on n'est pas capable de trouver le champ, on a 2 solutions. On peut passer une caméra avec un localisateur. Des fois, c'est difficile. Quand je vous disais, des fois, les champs très profonds, il y a 6 pieds de hausse. Je ne suis pas capable de descendre pour aller passer une caméra. On a une autre technique où je mets de la fumée sous pression avec un ventilateur, puis je pose une pression d'air, puis là, je vois la fumée sortir à travers du sol. On peut voir la fumée sortir à travers du sol, ou des fois, on peut voir un tuyau de trop-plein vers un fossé. Fait que là, des fois, tu vois, t'es pas content d'où que la fumée sort. Non, ça, c'est ce qu'on aime moins trouver. Mais des fois, j'ai déjà vu des champs, comme je vous disais, là, de 10 mètres par 6 mètres, puis tu vois toute la fumée sortir égale à travers du gazon. Ça, c'est numéro 1. Tout va bien. Fait que quelqu'un qui... Quand tu vas faire justement une expertise là, pour voir, t'as 1, 2, 3, 4 façons de voir s'il y a des problèmes, puis ça arrive jamais que tu le sais pas s'il y a un problème ou pas. Là. C'est arrivé que j'ai même des fois jamais trouvé ni la fosse ni le champ. Quand tu trouves pas la fosse, là, ça veut dire que le propriétaire, il l'a pas fait vidanger souvent. Ça veut dire qu'il y a possiblement un trop-plein quelque part, mais... Le temps que je le trouve, là, il peut. Ça, c'est en partant, si on se dit. Je magasinerais une maison avec toi, là. Façon de parler. On trouverait aucune information, ni les couverts, ni rien. Moi, j'aurais en tête de te dire, ça te prend un nouveau champ, une nouvelle fosse. Ben, souvent, où j'ai déjà trouvé la seule fois que ça m'est arrivé, une fois, on n'a trouvé ni la fosse, ni le champ. Puis l'autre fois, on n'a jamais trouvé le champ parce que le champ avait été construit sur le terrain du voisin. OK. Fait que dans ces cas-là, on dans toutes tes expertises, tu es en train de me dire que c'était arrivé peut-être juste une fois de ne pas être capable de trouver 2. Sur combien de... Oh, sur plusieurs, là. Une couple de... Peut-être au-dessus d'une couple de centaines. OK. Fait que dans le fond, sur une couple de centaines d'expertises, c'est arrivé 2. Fait que dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui t'appelle, tu as une solution pour voir si tout fonctionne bien. Là, oui. En pourcentage. Mais, comme je disais au début, il faut faire attention. Tu as ce qui est légal, le rejet à l'environnement n'est pas légal. Tu as ce qui est normé. Ça veut dire, est-ce qu'il est trop proche du puits? Est-ce que, bon, si ça. Puis tu as surtout ce que le propriétaire veut connaître, c'est est-ce qu'il est performant? Ça, c'est important. Puis là, je viens avec le dernier test qu'on fait. On va faire un sondage dans le champ pour aller voir la qualité de la pierre. Hey, excuse-moi, quand tu me dis sondage, là, je suis comme quoi? Tu vas y poser des questions? On peut le faire avec une terrière à mitaine. C'est quoi un sondage? C'est ça, on peut le faire avec une terrière à la main. On peut le faire avec une pelle ronde. Ou on peut le faire, nous autres, on a des terrières à gaz. On va essayer d'éviter la pelle mécanique parce qu'on briserait tout. Puis bien souvent, pour un achat, c'est pas encore ton terrain, c'est moins bien vu. Je t'aimerais pas. Fait que, puis là, on va aller voir la qualité de la pierre. On va checker, et d'un, la qualité de la pierre, dans et de le deux... champ d'épuration, ça, la pierre. Exactement, puis la hauteur des eaux souterraines. Quand ton champ il est colmaté, tu as commencé à boucher tous les petits chemins pour le passage de l'eau, ben l'eau va monter dedans. Puis là, on va tomber avec des bactéries anaérobies.
Là, les problèmes ça va sentir, ça va, bon, plein de problèmes. Ça, on veut pas ça. Puis la biomasse, quand elle va s'accumuler dans la pierre, elle va venir noir. Ah, fait que quand tu pognes une poignée de roche, puis c'est tout. C'est noir, puis c'est comme, ça vient, la boue va venir comme de l'argile, mais noir. Puis ça, même quand les propriétaires sont là, j'ai pas besoin de Dieu dire que c'est colmaté. Il va être tout de suite. Il va être tout de suite. Il servait de base, je m'excuse. Ça prend un nouveau champ. Hein? Ça prend un nouveau champ. Puis, tu es capable de tout savoir ces informations-là en une journée? Oui. Ça se fait assez rapidement. Ça se fait assez rapidement. Puis dans ces cas-là, quand c'est pour des expertises, on s'arrange pour remettre le rapport. D'habitude, là, dans un délai de 2-3 jours, là, on remet ça parce que c'est un rapport quand même. Bref, on ne fait pas un test de perméabilité pour faire un système neuf. On dit l'état même du système. Écoute, je comprends, parce que ça fait quoi, 35 minutes qu'on se parle, puis je le sais que si tu voudrais me faire, et j'espère qu'il est bref, parce que je me dis, je me perdrais dans tes renseignements. Mais, puis c'est-tu bien dispendieux, ça? Quelqu'un qui, mettons, dit, je veux juste être sécurisé, là. Je veux que vous venez voir, là. Je facture quand même 800 quelques dollars. Je vais être franc parce que faut pas se leurrer, j'ai une assurance professionnelle. Puis je mets mon saut aussi, mon saut de technologue. Avant même qu'on commence l'année, nous autres, on investit tout près de 20 000 $ en logiciel, en saut, en assurance, en tout. Puis tu te déplaces. Faut se déplacer. La job que tu fais, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Là. Fait que je comprends. Là. Fait que puis 800 quelques dollars là, pour avoir la grosse paie, là. C'est pas si payé, c'est pas si cher que ça. Puis c'est surtout pour dire à la personne qui va acheter, bien souvent, même à ça, on en a encore frappé récemment, le champ est colmaté, la personne, elle va acheter pareil. Elle me demande, bon, c'est quoi tu ferais? Ben, on va commencer par faire un test de sol, puis oui, on est capable d'installer un nouveau système, puis ça va coûter tant, puis elle le met sur son prêt hypothécaire, puis elle se refait un système neuf lors de l'achat. Mais au moins, tu vas les accompagner tout le long avec ça. Là. Oui. Fait que lui, il commence par le 800, mais s'il y a de quoi à faire, ben tu vas être là avec eux autres, tu vas déjà connaître le dossier, tu vas déjà savoir. OK, je comprends. On continue, puis bien souvent, ça n'arrête pas l'achat en tant que tel. Là, non, les gens veulent juste savoir quoi acheter. Hein. Tu sais, les gens qui sont amoureux de la maison, c'est pas comme une inspection en bâtiment où ce que tu retrouves comment je pourrais dire que c'est attention! Oui, il faut faire attention. J'en fais pas. Mais je veux dire, quelque chose de pourri, il faut que tu le répares. Un champ, on sait que ça a une durée de vie. C'est un peu comme si tes pneus sur ta voiture. Tu le sais qu'éventuellement, il faut que tu remplaces tes pneus. Ouais. Bon, moi, c'est tout ce que je fais, c'est que j'évalue pour lui dire quel pourcentage d'usure que tu es rendu. Puis qu'est-ce que tu as exactement comme type de pneu, j'allais dire, là, mais comme type de c'est ça. C'est ça. Pour savoir, as-tu les bons pneus pour la bonne voiture? Moi, c'est un peu ça que je dis. Est-ce que tu as le bon équipement, le bon champ septique, la bonne fosse pour le nombre de chambres à coucher? Puis est-ce que tu es légal? Puis est-ce que tu as pour ton pourcentage d'usure estimé? Là? Non. C'est ce qu'on essaye d'apporter aux gens pour savoir est-ce que je vais avoir une dépense immédiate ou je suis encore bon peut-être pour une dizaine d'années. J'ai une dernière question avant qu'on tombe au dernier sujet. Oui. Parce qu'elle vient de me popper, là, puis je me dis, parce que tu disais qu'après 30 ans, ce qui est important d'une fosse, à moi, c'est d'au moins la surveiller. On parle, en général. Moi, là, j'ai ma fosse, c'est quoi la surveiller pour toi? C'est quoi les signes que moi, qui est le commun des mortels, j'ai une fosse, comment je peux voir que j'ai un problème? Je vous dirais, première des choses, utilisez-la. Pensez à une chose, vous n'êtes plus en ville. C'est que ceux qui marchent comme en ville, tu mets dans la toilette, tu tires la chasse, c'est plus à toi. Là, ça va rester à toi. Oui, c'est ça. Pensez-y, c'est que les serviettes pour bébé, les condoms, les serviettes hygiéniques, ça va pas dans la toilette. Ça va pas dans la toilette. Mais même en municipalité, on devrait pas. On devrait pas. Même au niveau municipal, les lingettes pour bébé, même s'ils marquent dessus que ça va dans la toilette, ça bouge tout, ça défait pas. C'est qu'on essaye d'éviter ça. On essaye d'éviter les produits chimiques forts. Puis là, partons pas en peur. J'aime ça que partons pas en peur. Là. On met de l'eau de javel dans notre lavage. On peut faire ça. On utilise du savon. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on nettoie pas toute notre tuyauterie ou drano 2 fois par semaine. Puis on vide pas les restants de peinture dans l'évier. Non. On évite ça. Ça, c'est le premier point. Si on a un préfiltre sur notre fosse, on le nettoie minimum 1 fois par année, idéalement 2 fois. 1 fois au printemps, 1 fois à l'automne. Puis ensuite, on observe notre terrain. Les signes précurseurs d'un champ qui sera plus bon, il va y avoir des dégagements d'odeur. Ça veut dire que ton champ... Prenez ça en note, là. Fait que toi, tu te promènes dans son terrain, tu vas avoir une drôle d'odeur. Oui. Ça veut dire que ça ne regarde pas bien. Ça veut dire que ton champ est rendu gorgé d'eau, puis que c'est rendu avec une dégradation en absence d'air, anaérobie, puis ces bactéries-là dégagent des odeurs. Comme dans la fosse. Ça, c'est le premier détail. Ensuite, du gazon vert foncé qui va pousser plus vite qu'ailleurs. OK, t'as un beau spot à une place. Là, ça va bien. Il faut que je passe la tondeuse 2 fois par semaine à cette place-là. Ça fait du beau gazon, mais ça regarde pas bien. Ça veut dire que les racines, ils trempent dans l'engrais.
Ensuite, je vous dirais des morts, des résurgences. Très souvent, C'est quoi des morts, des résurgences? c'est quand tu vas avoir un filtre à sable hors sol, ben tu vas avoir comme une petite ressource qui va apparaître là, avec une petite coulée là, dans le bas. Okay. Ça veut dire que le champ, là, il est gorgé d'eau, puis ça commence à sortir. Okay. Puis surtout, je vous dirais, dans ces cas-là, allez pas installer des trop-pleins. Ou allez pas, ceux qui disent « Oh non, j'ai pas mis un trop-plein, j'ai juste mis un drain agricole perforé au bout des tuyaux. » Pour éloigner l'eau, pour puis éloigner pour aider l'eau. ma fosse. Non, c'est de l'eau usée qui coule au bout, je la boirais pas. OK. On s'entend là-dessus. Les niveaux hauts dans la fosse, puis encore, comme tu disais tantôt, lors de tes rapports de vidange, quand ils t'indiquent un retour d'eau, c'est un bon signe. Donc, je vulgarise. On va commencer. Tu peux avoir le rapport qui dit qu'il y a un retour d'eau, tu as un problème avec ta fosse, quand il se vide. Tu peux avoir une mauvaise odeur. Oui. Tu peux avoir aussi comme le gazon vert, ça là, je l'aime. Oui. Parce que ça, c'est plus les choses qu'on peut voir, puis c'est plus commun. Ça se peut-tu aussi qu'il y ait de l'eau, des fois, sur un terrain, une place, ou des liquides? Exactement, c'est ça, je parlais d'une résurgence. OK. Parce qu'on a une question, justement, dans la déclaration du vendeur qui dit « Y a-t-il de l'eau périodiquement sur votre terrain? » Ça va être une façon, justement, de voir s'il peut y avoir un problème de fosse. Exactement. Faut faire la distinction, exemple, quelqu'un qui tombe une pluie des cordes, puis que son terrain est argileux. Oui, il va y avoir des flaques. Là, puis ça va aller tout le temps. Non, je comprends. Mais si c'est autour du champ d'épuration, ça regarde pas bien. OK, je comprends. Fait que là, écoute, ça répond pas mal à des questions. Mettons qu'on va dans le futur. Oui. Fait que là, toi, ça fait un an. Là, on va parler de toi, Stéphane. Ça fait un an que t'es propriétaire. Oui. À part. Tu te vois où, toi, ta compagnie, dans 5 ans? Pour être franc, à l'âge que je suis rendu, je pense que je suis bien où ce que je suis. Sérieusement, peut-être encore développer encore plus mes compétences. Là, on s'attend, je vous dirais, à une refonte du règlement là, dans une année ou deux. Qu'est-ce que tu veux dire, une refonte? Tout ce qui est par rapport aux eaux usées? Il faut savoir que le QDR 22, ils ont apporté des petits changements, mais vraiment des petits changements. Mais sinon, le règlement original date de 1981. Le QVR 22, ça veut dire le règlement par rapport aux eaux usées, là, tout ça. Toi, tu prévois que dans un avenir rapproché... Bon, on l'espère tous. Je vais être bien franc. Regarde, quand je parlais tantôt, moi, on travaille au niveau résidentiel, mais quand on va tomber, exemple, dans autre bâtiment, juste pour te dire, un bar avec la petite restauration, on planifie un débit de 120 litres par client. On est rendu avec des chasses d'eau qui génèrent 4 litres. Calculer le nombre de litres, tu as besoin d'aller à la salle de bain très souvent dans ta soirée. Là. Ça fait que c'est ça, c'est un peu revoir un peu comment c'est calculé. Je pense que. Puis on est rendu avec beaucoup des maisons bigénérationnelles qu'on n'avait pas, là, pas si longtemps que ça. On est rendu beaucoup de chalets locatifs qu'on avait. C'est toutes les mêmes normes pour eux autres que pour n'importe quelle maison. C'est ça, mais en 1981, bigénérationnel, ça n'existait pas. Fait que on est rendu avec des tables champêtres. C'est tous des nouveaux services, des nouvelles choses qui n'existaient pas lors de l'apparition du règlement. C'est ça qu'on aimerait bien, je pense que tout le monde, mais un jour, ça va arriver. C'est certain. Je me tiens à jour. Je vais me permettre. Oui. C'est une des raisons pourquoi je pense que je suis content de t'avoir invité. Parce que tu me l'as dit tantôt quand on se parlait. Je pense qu'une chose que tu vas faire aussi, c'est transmettre le plus d'informations au monde possible. Oui. Tu veux partager tes connaissances. Oui. Moi, je trouve ça merveilleux, Stéphane. Fait que je suis bien content de t'être venu partager ça avec nous autres. Parfait. Hey! Oui. J'imagine que tu as un métier qui est rempli d'anecdotes. Oui. T'es-tu à l'aise de m'en parler d'une ou deux? Ben, peut-être une. Il y en a une qui est un moment donné, il y en a un gars que je connais, il m'a appelé, et il a fait vidanger sa fosse. Puis, là, finalement, il s'est fait le lendemain, la police provinciale a appelé, puis c'est sa conjointe qui était là. Attends un peu. Fait que là, lui, il fait vidanger sa fosse, puis le lendemain, il y a un appel de la police. Exactement. Puis là, la grosse enquête, tout le kit. Mais ils n'ont pas dit pourquoi ils l'ont appelé. Salut, toi, je suis la police. Finalement, il l'a su. Ils ont amené le camion de vidange dans une dalle de béton. Ils ont dû vidanger ça là parce que le gars en pompant, il a vu passer des tripes puis des restants. C'est parce qu'il arrivait de la chasse au chevreuil. Puis quand il a rangé son chevreuil, lui, la seule place pour mettre ça, pour pas que ça sente, il a dit, je vais mettre ça dans le fosse, ça va se dégrader. OK, il a ouvert le couvercle puis il a mis ça dedans. Oui, mais le gars qui a pompé, lui, il a pogné la chienne, il a tout pacté le tuyau puis il est parti.
Puis ils ont tout vidé ça d'un garage, puis ils ont trié ça pour finalement se rendre compte que c'était des tripes de chevreuil. OK, ils n'ont pas pensé bon l'appeler en premier? Ben, ça aurait été évité beaucoup d'odeurs et de tout, mais il aurait sans doute fait l'enquête pareil. Mais oui, ça fait partie d'une des nombreuses... Tu dois faire le saut, là. Quand la police t'appelle le lendemain, hey, vous êtes sous enquête, attention. Dans la morale de l'histoire, ne pas jeter n'importe quoi dans sa fosse. Non. Puis aussi, je te dirais des anecdotes qui sont drôles. Ce que j'entends souvent, parce que j'ai fait des présentations pour des associations de lacs. Puis des fois, le monde dit « Ah, ça a l'air que mettre des chats morts dans les fosses, ça pour la repartir, tout ça. » Tuez pas des chats pour les mettre dans les fosses, ça donne rien. Le monde vient de te dire « Ah, mettre un chat mort dans sa fosse aide à repartir. » Ils tuent des chats pour les mettre dans les fosses. C'est eux autres qui te donnent le renseignement. Non, faites pas ça. Tuez pas les chats, laissez-les vivants ou allez reporter dans un refuge pour chats. Mais ça sert à rien de mettre ça dans les fosses. Écoute, des mœurs, il y en a dans toutes les places. Puis, en tout cas, fait que, hey, merci Stéphane, je sais qu'on serait capable d'en parler encore longtemps. Oui. Mais regarde, je pense que les gens environnement experts, ils peuvent vous appeler s'ils ont besoin d'aide. Exactement. Donc, je pense grosso modo, ça fait le tour. Fait que je vous remercie d'avoir participé. Puis abonnez-vous à mon podcast, mes chaînes. Puis gênez-vous pas à nous suivre si vous voulez encore plus d'informations. Merci. Merci.